Mauvaise journée hier pour les grands noms du luxe, pour deux grands noms du luxe, Kering et Hermès, dont les performances financières ont un petit peu laissé un goût amer aux investisseurs. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Président d'EL Finance. Kering et Hermès qui ont perdu entre 8 et 9% hier. Est-ce qu'une telle sanction, sans remonter en plus aujourd'hui, une telle sanction, est-ce qu'elle est méritée alors que les deux groupes français ont quand même connu une croissance à peu près stable, en tout cas dans le premier cas pour Kering, et une accélération aux États-Unis pour Hermès. C'est mérité ou pas, cette sanction boursière? D'abord, je voudrais juste vous faire mon petit David, un focus sur le luxe parce que il y a vraiment un changement de paradigme depuis quelques mois sur le luxe. En fait, c'est un secteur qui est habitué à une croissance au-dessus de 10% après les années Covid. Là, on aura jusqu'en 2028 entre 2 et 4%, et il y a des changements structurels. Un, l'émotion et la rareté, c'est-à-dire le luxe événementiel, l'emporte sur ce qu'on appelle le luxe, les sacs à main, les montres. Deuxièmement, il y a une montée en puissance évidente de la seconde main, avec une hausse entre 15 et 20% par an. La seconde main, c'est des objets d'occasion. Troisièmement, le thème de ce qu'on appelle le pricing power a du plomb dans l'aile, parce qu'il y a une hausse de 55% des sacs Vuitton pendant 6 ans et de 65% des sacs Chanel. Vous avez 73% des consommateurs qui déclarent que les hausses tarifaires les amènent à se restreindre. Donc ça veut dire que les marques ne peuvent plus année après année augmenter leur prix. Quatrièmement, la Chine a 33% de part de marché. Il y avait une croissance phénoménale entre 2018 et 2022. Maintenant, ça se calme. Problème immobilier en Chine et le problème du financement des retraites. Et donc tout ça fait on a des taux de croissance qui sont moins forts que prévu, moins forts qu'attendus, d'où ces fameuses sanctions boursières. Avec aussi un conflit au Moyen-Orient qui met quand même à mal les géants du luxe dans leur compte, on le Oui, voit. écoutez, alors on va prendre par exemple, on va commencer parce que vous voulez en parler sur Hermès. En fait, ce qui s'est passé, la publication d'Hermès n'est pas catastrophique, ils sont en hausse de 5,6% en organique, on attendait 7,5%. Donc vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'avec une annonce finalement 2 points d'écart, ça fait moins 8,2% hier en clôture? Parce qu'on se rend compte que finalement, notamment au Moyen-Orient qui pèse 4% du chiffre d'affaires, les pertes de chiffre d'affaires sont entre 20 et 30% et ça n'a pas l'air de s'arranger. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise du Moyen-Orient, indépendant du Moyen-Orient, il y a eu un recul des flux touristiques. Tous les gens qui étaient sur Singapour, qui avaient des vols via le hub de Dubaï ou d'Abu Dhabi, n'ont pas pu venir en Europe, n'ont pas pu se déplacer. Et donc, on sent très bien que, par exemple, en France, il y a un recul de l'ordre de 3%. Alors, ce qu'il faut dire sur Hermès, c'est que heureusement qu'il y a les États-Unis. Les États-Unis, c'est à plus 17%, parce que c'est vraiment la seule zone qui dégage une confiance. Alors maintenant, que faut-il faire sur le titre? Je le disais, moins 8% en clôture, moins 23% depuis le 1er janvier, quasiment divisé par deux par rapport au plus haut historique. Ça vaut encore 35 fois les bénéfices. Alors c'est sûr que peut-être eux, ils ont un petit pricing power, c'est-à-dire que c'est tellement cher que vous touchez une clientèle qui est habituée à dépenser. Mais moi, je ne suis pas tellement à l'aise avec le secteur du luxe. On le voit également sur Ferrari, on le voit sur Brunello Cucinelli. On change vraiment que même chez les investisseurs, on se dit que c'est peut-être pas le secteur à avoir en portefeuille. À noter d'ailleurs que L'Oréal est passé devant Hermès en termes de capitalisation boursière et il me semble Total également. On a parlé d'Hermès, il y a aussi Kering dont la marque Gucci, j'avais cru comprendre qu'elle était en plein redressement, mais avec toujours des ventes qui sont en baisse de 8% sur un an. Ouais, alors 8% sur un an sur Gucci, 11e trimestre consécutif de baisse. Ce matin, je l'ai regardé un peu pour vous, le plan Reconquering, le titre est pas mal, de Luca Di Meo. Le plan ce matin, malheureusement, ne porte pas ses fruits parce que l'action, au moment où je vous parle, perd 3%. Qu'est-ce qu'il veut faire, notre ami Luca Di Meo? Il veut augmenter la joaillerie x2 d'ici 2030, augmenter x2 la rentabilité d'ici 2030. Je vous rappelle qu'on est à 11% de rentabilité opérationnelle courante, on était à 27,5 en 2022, c'est-à-dire que d'ici 2030, on sera à 22, on ne retrouvera pas les niveaux de 2022 puisque ça fera 22%. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a la grande problématique derrière tout ça. Le plan ne séduit pas parce qu'il y a une telle Gucci dépendance qu'on se dit comment faire pour compenser cette Gucci dépendance. Alors c'est vrai que Luca Di Meo ce matin a dit, moi je veux accélérer le développement de Saint-Laurent en Asie et renforcer l'exclusivité de Gucci. Ça veut dire fermer quelques boutiques, ça veut dire essayer de monter en gamme. Mais la grande problématique, c'est que Gucci est une marque qui imprime beaucoup, beaucoup moins. Vous n'avez pas la même population qui achète des sacs Gucci que la même population qui achète des sacs Hermès. Ça reste du luxe Gucci, mais c'est un peu, si vous me permettez cette expression, mon cher David, du luxe un peu cheap. Alors, ce qu'on peut dire quand même sur Kering, c'est que malgré la forte baisse qu'on constate depuis des années, encore moins 15% depuis le 1er janvier, divisé par 3,5 par rapport au plus haut historique, le titre est quand même très cher. On a un PER supérieur à 35 et on sent bien que ce matin, le plan Luca Di Meo ne satisfait pas. Il a été annoncé ce matin et là, on perd 3%.
Faut-il revenir sur Kering? Moi, je crois qu'il y a trop de problématiques avec Gucci. C'est encore 50% du chiffre d'affaires, c'est 70% du résultat opérationnel courant. Je ne suis pas à l'aise avec ce secteur, je ne suis pas à l'aise avec le luxe parce que, je vous dis encore une fois, il y a un vrai changement de paradigme. On en parle peu parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que dès que la croissance repart, les gens achètent du luxe. Mais vous savez, il y a un truc très important. Je parlais du luxe expérimental, c'est assez intéressant parce que les gens maintenant, finalement, plutôt que s'acheter une montre Rolex à 15 000, ils préfèrent faire une croisière, ils préfèrent aller dans un hôtel, ils préfèrent faire un restaurant 3 étoiles. Il y a des changements d'habitude et il paraît qu'en Chine, notamment, on a perdu 30 millions de consommateurs dans le secteur du luxe qui vont vers la seconde montre, c'est-à-dire, comme on dit en automobile, vers les montres, les sacs de seconde main. Donc, malgré les moins 25% sur LVMH, on n'a pas parlé d'LVMH, qui fait moins rêver, peut-être, je ne sais pas. Moins 22% sur Hermès depuis le début de l'année, moins 15% sur Kering. Tout ça, ce ne sont pas des opportunités pour vous. Bah, LVMH, c'est moins Tout le monde s'arrachait ces mêmes titres-là quand ça valait 30 ou 40% de plus. Mais la donne a changé, à vous écouter. Ben ouais, non, mais c'est un changement de paradigme. Non, mais LVMH, c'est vrai que moins 44% en 3 ans. Alors, ce qu'on peut dire sur LVMH, c'est qu'en termes de momentum, il y aura peut-être un rebond, parce que c'est vrai que la publication était pas trop mal. Les ventes gagnent 1% sur le trimestre, avec quand même un effet de change de 7%. C'est vrai qu'on a vu une baisse de 1% en 2025. Donc, c'est mieux sur le T3. C'est vrai que LVMH, c'est la seule réserve que je mets. On est sur un PER de 20. Moi, j'ai le sentiment que si je devais en choisir entre... Enfin, Ça serait je vous LVMH. vois... Je vous vois à une petite moue, mon cher David, mais à une époque, on payait 35 fois LVMH. Donc non, moi, plus sérieusement, je pense que LVMH, quand on a vu la réaction à la publication d'un titre stable, c'est peut-être la valeur des trois que je jouerais en premier, tout simplement parce qu'elle a baissé de 44% en 3 ans, mais qu'en termes de momentum, ça me paraît peut-être plus intéressant, mais j'ai le sentiment que le luxe, c'est peut-être plus le secteur à privilégier pour le moment parce que les habitudes de consommation changent vraiment du tout au tout. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a de plus en plus d'études qui sortent, notamment aux États-Unis, sur le changement de comportement des acheteurs de luxe. Et donc, il faudrait faire un papier là-dessus, mais je crois que le pricing power n'imprime plus. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on augmente les prix de 15% d'une Ferrari que les gens se précipitent pour l'acheter. Justement, ils se posent beaucoup, beaucoup de questions. Et je m'en pose également sur ce secteur. Et sur le luxe en général. Bien sûr, oui. Merci beaucoup, Tout à Eric fait. Lewin. A-t-il changé ses habitudes lui-même, Eric, en termes de... Ben oui, regardez, là, j'ai une chemise Monoprix sur moi, vous voyez, aujourd'hui. Comme quoi, les temps changent pour tout le monde. Allez, merci beaucoup, Eric Lewin, Merci. président de L Finance. Merci pour ces explications.